Voilà, bah écoutez, j'espère que tout le monde nous entend. Bonsoir à tous. Je vous souhaite au nom de l'association Horizon Léman une très cordiale bienvenue à ce webinaire. Maria Vukmanovic et moi représentons ce soir le comité de notre association, puisque en raison des obligations sanitaires que tout le monde connaît, il ne nous a pas été possible de nous réunir, d'avoir les 8 membres du comité autour de cette table ce soir, malheureusement. Voilà, alors ce soir, on aurait dû vous recevoir en principe dans le cadre de notre soirée d'automne et on s'en réjouissait beaucoup. Malheureusement, les événements en ont décidé un petit peu autrement. Cette soirée telle qu'elle était prévue dans une forme déjà réduite par rapport à celle qu'on avait connue ces dernières années n'a malheureusement pas pu être organisée, vous vous en doutez. Et donc, nous avons opté pour cette formule du webinaire pour vous permettre tout de même d'entendre les deux interventions très intéressantes que nous aurons le plaisir d'avoir de la part de nos deux orateurs que je vais vous présenter. Tout d'abord, pour vous dire que cette année 2020, évidemment, est une année très particulière et difficile pour tous. En ce qui concerne les activités de notre association, eh bien, elle a eu la particularité de voir tout de même 3 annulations du MIPIM, ce qui est certainement historique, puisque on a d'abord assisté à l'annulation du MIPIM de mars 2020, lequel a été reporté en juin 2020, et puis finalement annulé également pour être reporté à l'année prochaine. Alors, quand je dis 3, on pourrait presque dire 4, puisque maintenant, nous savons que le MIPIM a été reporté de mars de l'année prochaine au mois de juin, du 7 au 10 juin, et on espère vivement avoir le plaisir de vous retrouver tous à Cannes à cette date, si possible sans masque, dans des conditions sanitaires qui se seront, on l'espère, d'ici là, largement améliorées. Voilà. Alors, effectivement, la soirée d'automne, c'est un événement important de l'activité de notre association. C'est l'événement lémanique, c'est-à-dire celui qui se passe ici et non à Cannes. Et puis, c'est un événement auquel on tient parce que c'est un moment de partage, un moment extrêmement sympathique. Les dernières années nous l'ont montré. Et on avait beaucoup de plaisir à vous recevoir dans ce cadre-là. On s'en réjouissait, comme je le disais tout à l'heure, également pour cette année. Malheureusement, ça n'a pas été possible. Alors, en conséquence de ces annulations, eh bien, nous avons organisé ce webinaire où nous allons avoir le plaisir d'entendre 2 orateurs de très grande qualité en lien avec notre sujet qui est la mobilité et son influence et son impact sur l'immobilier. Nous entendrons d'abord monsieur Philippe Pérez, qui est membre du board de IWG Switzerland, c'est-à-dire un opérateur d'espace de coworking et de travail flexible, qui va nous parler des changements de mode de travail et de l'impact sur l'immobilier commercial dans le cadre de cette année, comme je l'ai dit, vraiment très particulière. Et puis, comment parler de mobilité sans entendre celui qui, à Genève, est le principal organisateur, ordonnateur de la mobilité. J'ai nommé monsieur le conseiller d'État Serge Dalbousco, qui est en charge du département des infrastructures, et puis qui nous expliquera, qui nous parlera du développement de la mobilité tel qu'on l'a vu jusqu'à maintenant, et je pense peut-être qu'on va le voir encore, dans cette année d'après, enfin, on pensait, lorsqu'on a rédigé cette question, on pensait qu'on pouvait parler d'après-Covid, on est encore dans le Covid, mais monsieur le conseiller d'État Dalbousco nous parlera également des perspectives d'après-Covid, parce que l'après-Covid arrivera. J'en suis convaincu comme vous. Et c'est bien de la préparation de
de cette période d'après dont on a envie de vous parler ce soir. Alors, sans transition, je vais maintenant passer la parole tout d'abord à Monsieur Philippe Pérez. Monsieur Philippe Pérez, the floor is yours. Alors, je vous remercie tous pour cette opportunité de parler de ce sujet que je pense est intéressant à nos jours et qui va se développer dans les années qui suivent. Le concept de changement de travail et l'impact sur l'immobilier commercial, je voulais regarder et présenter ça sur l'angle de trois visions et trois utilisateurs un peu différents. Il y a l'employé, l'employeur et le propriétaire d'immeuble. Et je pense qu'on se trouve dans une situation où chacun a ses craintes, ses désirs, ses intentions et comment il voit la situation évoluer. Si on regarde l'employé aujourd'hui, l'employé est souvent en mode télétravail, mais la réalité, le mode télétravail convient à certains, convient pas à certains d'autres. La notion d'être à la maison 5 jours par semaine n'est pas quelque chose qui est convenable pour tout le monde. Et on se rend dans une situation où on doit résoudre des problèmes. On doit résoudre l'élément de dire que sur un côté, ça implique une réflexion de l'employeur, okay, de comment on peut rétablir cet aspect social, cet aspect dialogue spontané, que pour eux sont des éléments et des facteurs importants pour la productivité. Mais en même temps, il y a aussi une participation et une audience d'employés qui sont assez ravis d'être à la maison. Pas tout le monde a la flexibilité de se permettre de le faire en fonction situation familiale, situation au niveau utilisation de leur lieu principal de résidence. Mais je pense que c'est un élément où aujourd'hui, l'employeur et l'employé sont en train de trouver des ententes de comment gérer cela. Et j'aurai certaines idées à vous proposer sur cette situation qui se développe. C'est assez intéressant, la divergence de comment aujourd'hui les employeurs regardent ça. Il y a certains employeurs qui me disent 84% de leurs employés sont ravis d'être à la maison. Il y en a certains d'autres qui n'attendent pas le jour de retourner au travail. Alors, je pense que c'est assez divisé. Et pour le moment, on est à la recherche de trouver des solutions pour tout le monde. Maintenant, pour l'employeur, il se trouve dans une situation pas seulement d'avoir les charges fixes de leur siège de bureau principal, mais aussi des charges qui sont introduites par une demande de certains employés qui leur demandent de participer à leurs frais, sinon Internet, sinon loyer ou autre, du fait qu'ils sont en train de travailler de leur lieu de domicile. Et ça, pour un employeur, dans une situation où l'activité commerciale probablement a diminué dans la plupart des secteurs, est un challenge. Et c'est un challenge de dire comment est-ce que je pourrais me préparer pour le futur, de savoir que j'aurai toujours cette tendance et ce désir de certains employés de travailler de la maison, et j'aimerais pouvoir les accueillir et leur donner cette flexibilité, mais en même temps, j'aimerais pas me trouver dans une situation où j'ai une obligation de leur payer des indemnisations à la maison du fait qu'ils sont à la maison, et aussi payer un loyer continuel sur le siège principal ou les plusieurs sièges qu'ils ont à travers le pays. Ce qu'on voit et ce qu'on maîtrise aujourd'hui, c'est une augmentation de sous-location qui sont en train de se faire par des sociétés qui se disent qu'au retour de leurs employés, ils n'auront plus besoin des exactes surfaces, les grandes surfaces qu'ils avaient dans le passé. Ça, c'est un impact assez important sur l'impact et la demande commerciale des bureaux. En même temps, il y a certains autres secteurs qui ont une demande plus forte du fait que leurs activités sont en train d'augmenter. Maintenant, le rôle du propriétaire. Il y a les propriétaires qui sont aussi les propriétaires de sociétés. Il y a aussi les propriétaires qui ont des parcs immobiliers et qui sont plus institutionnels. Et cela est très intéressant. J'ai le plaisir et l'honneur de parler avec beaucoup de sociétés qui ne sont pas seulement dans le monde de l'immobilier, mais dans d'autres secteurs.
Et il y a un thème assez consistant. L'espace de bureau commercial qu'on aurait besoin dans les années à venir va diminuer. C'est consistant. Ce n'est pas seulement un secteur qui parle de cela, c'est une grande majorité. Et la raison pour laquelle ils se disent, ce n'est pas seulement en fonction du nombre d'employés, mais c'est en fonction de cette nouvelle réalité du modèle hybride. Certaines personnes vont travailler de la maison, certaines personnes peuvent se permettre, ils n'ont pas des rôles confidentiels, de travailler dans un open space environment, et certains auraient toujours la nécessité de bureau. Alors, dans le monde de l'immobilier commercial, je pense qu'on doit faire très attention aussi à les prix, les opportunités qui se présentent et la réflexion de quelle est la valeur des immeubles aujourd'hui en fonction de la demande et surtout en fonction des prix par mètre carré qui étaient une référence peut-être il y a 6 mois, mais peut-être aujourd'hui ne sont pas la même réflexion. Je pense que la priorité pour la plupart des propriétaires d'immeubles, c'est de maintenir le locataire, trouver des solutions, si nécessaire, donner un peu de flexibilité pour une période de temps, mais ne pas prolonger cette période de temps trop long. Parce que l'impact de prolonger cette période de temps trop long pourrait avoir un grand impact sur la réalité de leur relation avec leur banque et aussi le taux de capitalisation de leur immeuble et la liquidité de leur immeuble. Alors, je pense que c'est le commencement. Il y a certaines sociétés à qui on parle qui ont l'intention de réellement réduire de 20 à 40% de toute leur surface de bureau. C'est des compagnies qui se présentent partout à travers la Suisse. Il y a d'autres compagnies qui nous disent on va maintenir pour le moment pour voir l'évolution. On sait que ce ne serait pas, de mon opinion, ce n'est pas un tsunami qui va se passer dans les prochains mois, parce que la plupart des baux qui existent ont une durée de terme médium à long. Mais dans les prochaines années, je pense que c'est un impact assez important où l'impact sur les rendements, l'impact sur le prix au mètre carré va être assez important. Mais on voit aussi des différences dans des centres-villes vis-à-vis des régions qui sont plus résidentielles, ou peut-être le désir de certains de travailler en proximité de leur maison, veut dire que la demande dans certaines régions va même augmenter. Mais en pensant à l'éventuel modèle hybride qu'on parlait, et ça touche vraiment au secteur où nous sommes impliqués, parce que notre domaine, c'est d'être, je dis en anglais, excusez-moi, un service provider. On a des personnes à la maison aujourd'hui qui veulent qu'on réponde leur téléphone et on collecte la poste et leur donner l'esprit d'avoir un virtual office. On a des personnes qui se disent, j'ai envie de sortir de la maison et travailler dans un open space pour avoir la flexibilité d'avoir un bureau 2 jours par semaine. Et on a le cadre traditionnel des personnes qui travaillent dans leur bureau et veulent se sentir en bonne condition avec toutes les préventions nécessaires, Covid et autres de sécurité, qu'on leur fournit. Et je pense que ce modèle va continuer à s'adapter. Et ce n'est pas seulement les grandes sociétés, c'est tous les PME. Il y a un grand groupe de compagnies aujourd'hui qui ne considéraient jamais le concept de la flexibilité, mais c'est la nécessité de réduire le risque dans leur bilan qui les impose à penser à cela. Aussi, je pense, les désirs de leurs employés qui, pour la première fois, se disent « je peux exprimer ma voix et peut-être ça va être écouté de la manière assez importante, que le concept de passer quelques jours à la maison pourrait être quelque chose que je peux introduire. » Dans nos activités, c'est extrêmement varié de type de société. Il y a clairement la demande qui augmente de certaines compagnies de technologie et de pharmaceutiques et de biotech, mais de l'autre côté, certaines compagnies qui sont liées à tout le monde de la service, tout le monde hôtelier, tout le monde lié à les aéroports sont dans une période assez compliquée, comme vous le savez tous. La flexibilité et ce mot, je dis encore en anglais, la notion de dérisquer leur bilan est quelque chose qu'on entend de plusieurs personnes. Si on regarde cette année, on a beaucoup plus de demandes pour faire connaissance à la notion de qu'est-ce que ça pourrait dire la flexibilité
qu'on a adapté notre modèle, que maintenant, aujourd'hui, on a une série de produits qui sont pas liés à la personne, mais qui sont liés à l'accès. Et qui sont liés pour une société de dire qu'il veut accéder à un bureau 10 jours par semaine, 10 jours par mois, 15 jours, 20 jours, ou accéder à un open space tous les jours du mois. C'est pour ça que quelque part, l'adaptation et la flexibilité qu'on doit introduire est aussi en fonction de la réalité que ce qu'on a aujourd'hui. Maintenant, ma vision pour l'immobilier commercial, je pense que les prochaines années, comme je me suis exprimé, vont certainement voir une diminution de demande. Je pense qu'on va rapidement arriver à un prix qui est un clearing price pour les centres-villes et pour les zones un peu plus proches de l'aéroport et dehors. Il y a aussi une tendance qu'aujourd'hui, la construction et les développements pourraient se ralentir en fonction de cela. Alors peut-être l'équilibre pourrait se retrouver en fonction de cela aussi, qu'il y aurait un ralentissement de développement. Je dirais, je suis de base une personne optimiste. Comme je dis en anglais encore, the glass is half full, the glass is not half empty. Mais je pense qu'il faut être prudent. Je pense qu'il faut reconnaître que l'offre vis-à-vis la demande, l'équilibre va bouger. Et particulièrement dans certaines villes qui sont liées à des activités qui sont services et qui sont liées à toute activité, service et autres. Maintenant, quel est le côté positif? Le côté positif est vraiment qu'on rentre dans une nouvelle dynamique. On rentre dans une dynamique où les acteurs immobiliers devraient se réinventer, devraient réaliser aussi que leur rôle d'un propriétaire d'immeuble et la flexibilité et la créativité qu'ils devraient amener pour maintenir et séduire ces locataires est important. Et j'encourage vraiment tout le monde de penser à cela maintenant et pas seulement se baser sur l'ancien modèle que nous sommes les propriétaires, nous avons des biens d'exception, tout le monde va signer des baux pour 3, 5 ou 10 ans. Je pense que cette flexibilité et cet esprit ouvert est assez nécessaire de tout le monde. Alors, aussi d'être énormément à l'écoute des sociétés, de trouver des accords, de trouver la flexibilité de reconnaître que c'est un partenariat. Et le plus long qu'on peut maintenir ce partenariat, le plus long que l'équilibre est maintenu pour les deux parties. C'est vrai que peut-être l'échelle se prend un peu plus sur le locataire aujourd'hui commercial que sur le propriétaire, mais si bien géré, je pense qu'on peut bien naviguer cette vague qu'on est en train de vivre. Alors, certaines pensées, si vous avez des questions, s'il y a des personnes dans les salles ou quelque chose, ou peut-être on fait les questions après comme on avait prévu, mais ça c'est mes pensées. Et j'aimerais passer la parole peut-être à nos modérateurs. Merci beaucoup, Monsieur Pérez, pour cette présentation très intéressante. Ce que je vous propose, c'est que les questions, on va faire la session de questions après les deux interventions de nos deux orateurs. Et donc, j'engage tous les auditeurs à poser leurs questions directement par écrit sur le Q&A qui apparaît sur votre écran. Alors, je passe maintenant la parole à Monsieur Dal Bosco pour qu'il nous dévoile sa vision du développement de la mobilité dans le monde qui va suivre cette période du Covid. Bien, merci beaucoup, Monsieur le Président, cher Monsieur de Coulomb. Bonsoir à toutes et à tous. Merci à l'association Horizon Les Mondes pour l'invitation ce soir dans un format dont j'ai compris qu'il était évidemment particulier, mais d'abord je vous félicite pour organiser ce webinaire avec un thème. On a entendu des propos très intéressants de Monsieur Pérez, tout à fait d'actualité. On est dans un domaine où la mobilité et le marché immobilier sont évidemment forment un tout. On le savait déjà, mais je dirais que c'est d'autant plus le cas dans cette période propice à des changements et des changements extrêmement rapides.
Ça fait maintenant un peu plus de 2 ans et demi que je suis en charge de la politique de la mobilité dans ce canton. D'aucuns pensent à juste titre que c'est une fonction un peu périlleuse. C'est vrai, je ne vous le cache pas. Mais je m'étais dit en juin 2018, en prenant en me voyant confier cette responsabilité, qu'il y avait des perspectives extrêmement intéressantes, passionnantes même, à s'occuper de cette thématique. Et je pensais à l'échéance qui nous attendait à peu près 18 mois plus tard, en décembre 2019, avec ce que l'on appelait, ou ce qu'on pensait, ce qu'on pense toujours, bien sûr, même si les choses se sont passées de manière imprévue, en tout cas depuis lors. Décembre 2019, disais-je, la mise en service du Léman Express, l'achèvement des travaux du CEVA, donc de cette ligne de 16 km qui bouclait en quelque sorte les réseaux ferroviaires suisses et français, et les perspectives qui s'ouvraient par cette liaison de la création d'un réseau RER, comme de nombreuses villes les connaissent, en Suisse en particulier. On pense à Zurich, on pense à Berne, on pense à Bâle, de 230 km qui permettent enfin de connecter le centre de l'agglomération transfrontalière et transcantonale avec, dans le fond, l'arrière-pays, comme n'importe quelle ville du monde. La particularité à Genève, c'est que ça n'existait pas, il n'y avait pas ces liens. Et cette perspective était extrêmement prometteuse, elle est toujours très prometteuse, mais force est de constater que la concrétisation et la mise en place du réseau a connu quelques aléas. D'abord une grève, longue grève du côté français qui n'a pas permis de démarrer les opérations comme nous l'entendions. Et puis ensuite, pendant une période relativement courte, quelques semaines de fonctionnement plus ou moins normal, que je dis plus ou moins normal parce que malheureusement, le fait de ne pas avoir pu roder cette installation à cause de la grève, eh bien, le démarrage a été un petit peu chaotique. Et puis ensuite, quasiment en plein envol, à la mi-mars, un arrêt pratiquement brutal, puisque la fréquentation est pratiquement tombée à zéro ou presque, alors que juste avant la phase de pandémie, le Léman Express transportait 50 000 voyageurs par jour, qui était déjà à très court terme l'objectif que nous étions fixés à moyen terme. Eh bien, il y a eu cet arrêt, et depuis lors, en fait, la remontée a été lente, même si elle est solide et assez robuste. Donc, s'agissant de ces perspectives que nous imaginions et que nous imaginons toujours comme étant extrêmement structurantes pour le développement urbain de l'agglomération, eh bien, le milieu immobilier ne s'y est évidemment pas trompé, puisqu'on a pu assister à l'émergence de nouveaux pôles de développement, en particulier sur les 5 gares au cœur de l'agglomération, les gares genevoises, où on a une transformation totale du paysage urbain. On peut penser du côté de Lancy-Pont-Rouge, avec véritablement des développements considérables dans ce secteur-là. On peut penser alors à des endroits un peu plus en marge, comme la gare des Eaux-Vives, où là aussi le secteur a été totalement transformé par des développements immobiliers. Et évidemment, vous le savez mieux que quiconque, si des investissements se sont faits et se continuent à se faire dans ces zones-là, eh bien, c'est qu'il y a des promesses tout à fait intéressantes en matière de rendement, et le marché, je pense, a très bien répondu, puisqu'on voit du côté de ces gares des sociétés importantes établir leur siège. On voit du côté de ces gares des sociétés très importantes construire leur siège. Je pense notamment du côté de Bellevue, où le siège d'une importante banque privée est en construction. Et on voit bien que la charpente, l'architecture, la colonne vertébrale des transports, de surcroît de transports extrêmement performants, parfaitement en phase avec les exigences de notre temps, notamment la question climatique. Et c'est un facteur tout à fait intéressant pour le développement et pour le développement économique. Ces sociétés ne s'y sont absolument pas trompées. Et ça, c'était donc
il n'y a même pas une année, à peine, avec cette inauguration du Léman Express qui a induit des changements absolument considérables. On ne s'en est même pas rendu compte, mais ça s'est particulièrement bien passé. De tous les transports en commun, en tout cas au sein de l'agglomération franco-valdo-genevoise, les TPG par exemple, il faut savoir qu'à la faveur de la mise en service du Léman Express en décembre dernier, ont vu pratiquement la moitié de leur réseau être modifié. 50% des lignes ont été changées pour précisément amener la clientèle sur les gares et favoriser ce qu'on appelle la multimodalité, donc le passage d'un mode de transport à un autre, avec des P+R également, des vélostations, tout cela autour de cette infrastructure qui constitue désormais la colonne vertébrale de tout le système de transport. Ça, c'est du solide, c'est du dur, c'est des investissements énormes qui ont été consentis. Et puis, ça n'est, à mes yeux, que le début d'un développement futur, un peu à l'instar de ce que l'on a vu dans d'autres cantons. J'ai cité Zurich tout à l'heure. Dans le fond, Zurich, dans les années 80, a fait le choix de la S-Bahn, du RER, un choix que nous faisons presque 40 ans plus tard. Mais nous en sommes convaincus. Lorsque le réseau sera utilisé à plein, lorsque cette période extrêmement délicate que nous vivons de la pandémie sera derrière nous, ça arrivera forcément un jour, eh bien, la problématique que nous devrons régler, que nous aurons à résoudre, ça sera, j'en suis absolument convaincu, c'est ce qu'on a vu pratiquement partout, de pouvoir répondre à une demande qui ira sans cesse croissante. On peut prendre par exemple, si les choses ne sont pas tout à fait comparables, il y a 10 ans, lorsque Lausanne a inauguré son métro M2, il y a eu là aussi une mise en route un peu laborieuse. Il a fallu bien une année, voire même davantage, pour que l'installation fonctionne correctement. Et depuis, c'est un accroissement considérable et à un point tel que maintenant on étend ce réseau et elle est vraiment victime de son succès. Donc on est absolument convaincu que d'une part, on met à disposition des services de mobilité et de mobilité longue distance. On peut utiliser le train depuis l'arrière-pays, en quelque sorte, le fond de la vallée de l'Arve jusqu'à Saint-Gervais, pratiquement, le Fayet, ou du côté d'Évian, ou du côté d'Annecy. Nous sommes absolument convaincus que nous aurons un succès considérable avec le Léman Express. Tout cela va de pair, évidemment, avec le parcours des derniers kilomètres. Si on regarde le centre, si on regarde le canton de Genève en particulier, eh bien, 80% des logements, 80% des emplois et 85% des logements sont situés à moins d'1,5 km d'une gare du Léman Express. Et donc, ce kilomètre et demi, ce dernier mile en quelque sorte, il peut être parcouru aisément, pas par tous, mais par des moyens alternatifs, des moyens plus respectueux, plus efficaces surtout que les moyens de transport individuels que sont la voiture, par exemple, au moyen de la marche à pied. Kilomètre et demi, vous me direz, c'est peut-être déjà beaucoup, mais en tout cas le vélo assurément, et d'autres modes de transport individuel qui sont à la fois efficaces et peu coûteux pour la collectivité publique. Et je suis quelqu'un qui est sensible, je me suis occupé pendant 5 ans des finances publiques de ce canton. Je pense que lorsqu'on est en charge de la politique de la mobilité, qu'on est en charge des investissements, on doit veiller aussi à ce que les investissements soient les plus efficaces possibles. En termes de fonctionnement aussi, si on regarde les aspects sous un angle vraiment très, très, très basique, si on doit choisir par exemple entre transporter des personnes, même si c'est pas forcément toujours la même fonctionnalité, le même objectif, en bus, en tram, ou les inciter à aller à pied ou à vélo, d'un point de vue strictement des finances publiques, c'est évidemment bien moins cher de le faire avec de la mobilité individuelle, mobilité douce, que de le faire avec des transports en commun qui coûtent relativement cher. Mais néanmoins, ce que nous cherchons à faire, c'est précisément à créer un réseau multimodal où les gens
vont pouvoir, tout au long de leur parcours, à différents moments de la journée, utiliser différents modes de transport, des modes qui sont complémentaires, des modes dont l'utilisation sera d'autant plus efficace et confortable qu'ils peuvent s'appuyer désormais sur des services numériques qui permettent d'intégrer ces différents modes. Et ça, c'est évidemment l'élément supplémentaire, hein, c'est que on peut s'appuyer aujourd'hui sur une infrastructure et des services numériques qui permettent véritablement une multimodalité et une mobilité qui est plus respectueuse, plus efficace pour transporter les personnes, même si maintenant, depuis maintenant le mois de mars, effectivement, les besoins de mobilité, M. Pérez l'a parfaitement décrit, avec le concept que l'on commence qu'on définit maintenant la fameuse mobilité statique. Donc c'est un peu paradoxal de parler comme cela, mais en fait, le télétravail, c'est de la mobilité statique. On se déplace en ne bougeant pas, même si cela fait que les besoins de mobilité, en tout cas temporairement, pendant des périodes aussi particulières, tout en ayant des effets sur l'aspect du produit immobilier que l'on pourra mettre sur le marché, on a bien entendu ces considérations, eh bien, font que les besoins de mobilité peuvent non seulement être réduits, en tout cas temporairement, c'est le cas aujourd'hui. Les transports en commun à Genève sont aujourd'hui et depuis plusieurs mois à peu près à 75%, entre 75 et 80% de la capacité habituelle à la même période de l'année. Donc, il y a à peu près un socle de 20 à 25% des personnes qui, pour l'instant, ne prennent plus les transports en commun parce qu'ils font de la mobilité statique, du télétravail, parce qu'ils ont une certaine aversion, pour des raisons qu'on peut comprendre, à entrer dans des véhicules et utiliser les transports en commun. Mais toujours est-il que on a aujourd'hui des transports en commun qui représentent un élément très important et qui va continuer à se développer à l'avenir. La question des changements qui sont induits par la situation particulière que l'on voit et que l'on vit maintenant depuis plusieurs mois, elle est évidemment essentielle. Mon département, le département des infrastructures, est le département qui procède à peu près à entre 90 et 95% des investissements de l'État. Et quand on investit, aussi bien dans l'immobilier que dans l'infrastructure, évidemment, on doit être sûr que cet investissement est efficace. Alors, lorsqu'on parle d'infrastructure publique, on peut difficilement parler avec les mêmes paramètres, notamment les paramètres financiers, mais il faut que cet argent, d'autant plus que c'est de l'argent public, il soit investi de manière intelligente. Et aujourd'hui, c'est particulièrement difficile de se dire quels sont les bons investissements que l'on va pouvoir faire. Est-ce qu'aujourd'hui, un projet d'infrastructure prenant de nombreuses années, voire plusieurs décennies pour voir le jour, est-ce que l'on est absolument certain que nous investissons là où c'est nécessaire de le faire? Mon sentiment est que une nécessité absolue, c'est d'investir, ça c'est sûr, de continuer à investir, voire même d'augmenter ces investissements dans l'infrastructure et dans la mobilité. Mais on n'est pas aujourd'hui absolument certain que, par exemple, le développement du transport routier soit la bonne solution. Même si des changements sont en cours actuellement, notamment dans la technologie des voitures, on peut penser que la question climatique liée au transport individuel motorisé sera maîtrisée, techniquement maîtrisée, mais on a un problème dans ce coin de pays, enfin dans ce pays et en Europe en général, on a un problème d'utilisation de l'espace public. Certains, et peut-être dans la discussion tout à l'heure, reviendront sur
les choix que nous avons opérés au mois de mai, de manière étonnamment rapide au centre de Genève, avec l'affectation d'une partie de l'espace public rapide, en l'espace d'une nuit, en particulier au vélo, eh bien, c'est précisément ce genre de défis et d'interrogations auxquels nous devons répondre. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, l'objectif, et je suis moi-même placé dans cette logique qui est, à mon avis, incontournable, la mobilité reste et restera encore longtemps un élément fondamental de la prospérité et du développement économique. On va optimiser les localisations, on va certainement travailler davantage depuis chez soi, ce qui aura peut-être pour effet, s'agissant des produits immobiliers qui devront être mis sur le marché, par exemple, que les appartements soient plus spacieux, peut-être systématiquement une pièce de plus, parce que on l'a vu durant le confinement, c'est pas toujours facile de travailler depuis chez soi dans l'habitat actuel tel qu'il est configuré. Mais une chose est certaine, c'est que la mobilité ou les besoins de mobilité individuelle vont subsister. Et de ce fait, il faut se concentrer sur une efficacité et une efficience maximale des différents modes de transport. Et l'analyse que je fais, je conclurai ces propos par là, ça permettra certainement de lancer le débat, pour en rester à ces expériences que l'on a lancées ce printemps, qui étaient aussi une manière de répondre. Je parle bien de ces pistes cyclables que l'on a tracées de manière très rapide et que maintenant on cherche à pérenniser en suivant les processus tout à fait habituels de demande d'autorisation de construire que l'on connaît. C'était de répondre à des changements rapides. Et ces changements rapides, c'était le fait que tout d'un coup, la possibilité de se déplacer et surtout l'envie de se déplacer avec des transports en commun s'était écroulée. Plus personne, ou presque, on est tombé à peu près à 25% de la demande que l'on connaissait en temps normal, ne voulait monter dans des bus ou dans des trams, de crainte de l'infection, évidemment. Je rappelle qu'à l'époque, l'obligation du port de masque dans les transports en commun n'existait pas. Et donc, il a fallu répondre très rapidement à trouver une solution à une équation qui était très simple. Les gens qui, de toute façon, vont aller reprendre à la fin du semi-confinement leur activité avec le retour progressif de l'activité économique, comment allaient-ils se déplacer? Avec l'aversion que éprouvaient certains de reprendre les transports en commun, la crainte, et c'est de trouver totalement avéré que ceux-ci, ou une partie de ceux-ci, ne reprennent la voiture pour se rendre à leur travail ou pour répondre à différents besoins, était grande. Et c'était précisément pour éviter l'engorgement des routes que la décision avait été prise par le Conseil d'État d'attribuer sur cet espace public, sur les routes, une partie de celle-ci à certains endroits stratégiques et de l'affecter à un mode de transport individuel beaucoup moins gourmand en espace, en l'occurrence le vélo, ce qui répondait tout à fait à une demande que l'on sentait poindre et augmenter, dans un but tout simplement, et il n'y avait absolument aucune idéologie et idéologie cachée là derrière, ou en tout cas d'objectifs sournois là derrière, mais simplement de permettre aux besoins de mobilité individuelle d'être assouvis en quelque sorte, pour les raisons que j'ai indiquées tout à l'heure, c'est-à-dire la version de reprendre les transports en commun. Pourquoi? Parce que si nous ne l'avions pas fait, eh bien, c'était assurément un engorgement des voies publiques qui était assuré, un blocage de la circulation routière au détriment de l'économie. Et là, force est de constater que si on a des alternatives pour beaucoup de personnes, de ne pas prendre sa voiture,
Eh bien, dans le domaine du transport professionnel, des livraisons, des entreprises, eh bien, c'est pas possible. Et l'idée, c'était de dire, eh bien, réservons la route ou faisons en sorte que ceux qui ont vraiment besoin et qui n'ont pas d'autre alternative à utiliser des véhicules motorisés, que ce soit des véhicules privés ou des véhicules d'entreprise, eh bien, puissent véritablement ne pas être entravés dans ce besoin. Donc, c'est vraiment une approche tout à fait pragmatique qui a prévalu. Ben, le constat à l'issue de tout cela, c'est un constat réjouissant, puisqu'on a vu en particulier, s'agissant du vélo, une augmentation de la fréquentation de celui-ci de l'ordre de 30%, même davantage. On a vu les stocks des magasins de vélo être pillés en l'espace de quelques semaines. Et donc, on a remarqué que mettre en place une infrastructure ou des infrastructures qui répondaient à des souhaits et des besoins sécurisés en particulier, de sécurité en particulier, eh bien, il y avait une réponse qui se mettait en place, une réponse tout à fait positive. Donc voilà un peu les propos que je souhaitais vous dire. Il y a une année, on pensait que la mobilité serait organisée de la manière que je vous ai exprimé en commençant ce petit exposé, c'est-à-dire en s'articulant essentiellement autour du Léman Express avec tout un système qui aujourd'hui serait des bus, des trains, etc., remplis à ras-bord de personnes. On n'est pas encore tout à fait dans cette situation-là. On a eu une situation qui nous a tout à fait disruptive avec cette pandémie. Et puis, on a essayé d'apporter une réponse à cette situation très différente, qui n'était pas du tout celle qu'on avait imaginée il y a 12 mois, en espérant y avoir répondu, puis en espérant surtout avoir de la sorte, en quelque sorte, contribué à changer un certain nombre d'habitudes de mobilité en les rendant en quelque sorte plus durables. C'est un terme que j'utilise relativement avec modération, mais en tout cas plus responsable et surtout plus efficace. Voilà, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je m'arrêterai là. Je pense que j'ai même dépassé le temps qui m'était imparti, mais je me tiens volontiers à disposition maintenant pour échanger avec vous. Merci beaucoup, Monsieur le Conseiller d'État. Eh ben, écoutez, oui, beaucoup de sujets intéressants qui devraient stimuler le débat, que ce soit ce soir ou, j'en suis sûr, encore dans les mois à venir. Je vais maintenant passer la parole à Maria Dukmanovic qui va poser les questions à nos deux intervenants. Et Maria. Merci. Alors peut-être une question d'abord pour Monsieur Pérez. Vous nous avez parlé de l'impact de cette situation sur l'immobilier commercial, sur la baisse des prix, sur l'augmentation des surfaces vacantes pour l'immobilier commercial. Mais quel avenir finalement voyez-vous pour ces surfaces commerciales? Je pense que je parlais aussi de cette flexibilité, cet accord entre les propriétaires et les locataires, de trouver des solutions. Je pense de plus en plus pour séduire, si je peux décrire comme ça, un locataire de rester dans les locaux ou pour être présent. Je pense que les propriétaires doivent repenser à tous les éléments et tous les offres qu'ils sont prêts à mettre à disposition. La notion d'un lieu de travail et d'avoir des accès sport, des accès culturels, des accès liés à la santé, des accès liés à le monde si je peux décrire un peu le côté culturel dans le sens de créer un lieu qui est même plus accueillant que c'était dans le passé. Je pense qu'on doit se réinventer un peu, de réfléchir aux besoins de nos locataires et d'être présent pour leur fournir ces besoins pour augmenter nos chances et probabilités de succès. Alors, le traditionnel propriétaire qui mettait à disposition une surface locative devrait repenser à toutes les flexibilités et toutes les options qu'il pourrait fournir pour attirer une
potentiels locataires d'une manière un peu plus importante qu'ils le faisaient dans le passé. Merci, Monsieur Pérez. Une question pour Monsieur le conseiller d'État. Au vu de cette situation d'environnement quand même relativement pas favorable à l'immobilier commercial et une potentielle augmentation des surfaces commerciales vacantes, nos participants se posent la question, y a-t-il quelque chose que les autorités prévoient ou pourraient faire pour améliorer cette situation et peut-être modérer le changement qui intervient dans le milieu de l'immobilier commercial? Bon, écoutez, on est dans un régime, et moi-même, je suis un partisan, évidemment, de l'économie de marché, et même si d'aucuns pensent qu'en matière immobilière, en tout cas dans le domaine du logement à Genève, le marché n'est pas totalement libre, et ça, c'est une évidence que tout le monde le pense. D'ailleurs, la législation fait que ce n'est pas un système totalement libre, il y a des règles très claires. Dans le domaine commercial, c'est le cas, en tout cas c'est davantage le cas. Et donc, il n'est pas dans la politique de l'État disons, d'intervenir sur ce marché-là. Peut-être quelques exceptions, il y a eu des velléités, notamment en matière qui étaient surtout exprimées par certains partis politiques et certains groupes, notamment de transformer des surfaces commerciales en surfaces de logement. Alors, c'est semble-t-il, en tout cas sur le marché, c'est pas forcément une réussite totale, me semble-t-il. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, ce que j'observe simplement sur le marché, en tout cas du commercial, c'est que je le disais tout à l'heure. Aujourd'hui, ce qui est intéressant, ce qui semble intéressant pour les investisseurs, mais surtout pour les utilisateurs, vous me direz, c'est justement parce que les utilisateurs ou les clients potentiels sont intéressés qu'on investit. Et c'est très intéressant, c'est extrêmement intéressant. Il y a quelques années, on choisissait peut-être la localisation de son entreprise en fonction du nombre de places, de la facilité que l'on aurait ou que l'on avait à stationner sa voiture. Aujourd'hui, on choisit davantage, en tout cas, la localisation de son entreprise en fonction de son accessibilité en transport en commun et en particulier avec le ferroviaire. Donc, ça, je pense que le marché va apporter un certain nombre de corrections, j'imagine. Peut-être que vous l'observez déjà ou vos membres l'observent déjà. En tout cas, on voit une forme de déplacement aujourd'hui vers les pôles multimodaux, les pôles qui sont particulièrement bien desservis par les transports en commun. Merci. Une autre question de nos participants pour Monsieur le conseiller d'État, justement concernant la politique de mobilité du canton à moyen terme. Quelles sont vos vues d'ensemble et quel est le lien et la cohérence entre les différents modes de transport que vous voyez aujourd'hui? Alors, merci beaucoup pour cette question. En assumant et en prenant la responsabilité de la mobilité dans ce canton, j'ai donné deux priorités. La première, c'était de réussir la mise en service du Léman Express. Alors, il fallait terminer un immense chantier, le mettre en service. Et au-delà des aléas que l'on a pu connaître, mais qui sont surmontés, hein, c'est des facteurs extérieurs, il y a aussi des facteurs intérieurs, mais qui étaient générés par un certain nombre d'éléments qui ne pouvaient pas être forcément maîtrisés à l'avance. Ça, c'était la première priorité. La deuxième priorité, c'était de dire, peut-être que ça ne va pas parler beaucoup aux personnes qui nous entendent et qui ne sont pas forcément, disons, axées sur la politique genevoise, mais la question de la mobilité, des transports a toujours été une question très conflictuelle ici à Genève. Et en 2016, le Parlement s'est mis d'accord sur une loi qui était censée, en quelque sorte, enterrer la hache de guerre ou permettre aux protagonistes de fumer le calumet de la paix. C'est cette fameuse loi sur la mobilité cohérente et équilibrée. Elle a été votée par le Parlement. Tout le monde a dit c'est la solution à tous nos maux. Et puis, ça a d'ailleurs été confirmé parce qu'il y a eu un référendum par le peuple, c'était en 2016. Et c'est la feuille de route que nous appliquons.
puisque c'est la volonté à la fois populaire et parlementaire. Et qu'est-ce qu'elle dit, cette fameuse loi? Elle dit qu'on ne peut pas, même s'il y a une disposition constitutionnelle qui garantit le libre choix du mode de transport à Genève, eh bien, on ne peut pas imaginer aller partout, en tout temps, en tout lieu, à toute heure, avec n'importe quel mode de transport. Il y a forcément une hiérarchisation qui se met en place. Et la loi a hiérarchisé les choses. Elle a dit il y a des zones, en particulier le cœur de l'agglomération, le centre-ville et le proche centre-ville, les centres urbains, où la mobilité, la priorité doit être donnée aux modes de transport public et les modes doux, la mobilité douce. Et la contrepartie, puisqu'il a fallu mettre tout le monde d'accord, c'est de dire, bon, OK avec ça, mais il faut qu'il y ait que la fluidité soit garantie sur certains axes, un certain nombre d'axes, des axes structurants. Et c'est par exemple Ulacus, c'est-à-dire les deux rives et puis le passage du pont du Mont-Blanc. Et puis c'est ce qu'on appelle la moyenne ceinture qui permettra et qui va devoir permettre de contourner les quartiers là où précisément la mobilité individuelle motorisée doit être réduite et apaisée. Tout ça figure dans la loi. J'invente rien, je suis pas en train de changer, de faire la révolution. Tout ça figure dans la loi. Les pistes cyclables du printemps, ça figure dans la loi. La votation qu'on a gagnée le 27 septembre, c'est pour concrétiser cette loi. Et donc, en quelque sorte, de manière très claire, pour répondre à notre auditeur, c'est quelle est la vision? La vision, c'est celle qui est dans la loi sur la mobilité cohérente et équilibrée, que le Conseil d'État, de manière générale, et moi-même qui suis en charge, nous employons à mettre en application. Autre question pour Monsieur Pérez. Nous avons parlé tout à l'heure brièvement aussi de la transformation ou de la possibilité de transformation de l'immobilier commercial en habitation, comme l'a dit Monsieur le conseiller d'État. Pour l'instant, en tout cas, ce mode de faire n'a pas remporté un succès extrêmement important. Est-ce que vous pensez, Monsieur Pérez, que peut-être les espaces commerciaux vacants actuels pourraient être transformés alors en des surfaces de coworking? Est-ce que c'est la solution pour occuper aussi peut-être différemment les surfaces commerciales vacantes? Très bonne question. Je pense qu'on se trouve dans une situation où la demande pour la flexibilité va augmenter. Quelle serait la réponse et qui seraient les acteurs pour fournir cette réponse? Il ne faut jamais oublier que c'est un business différent que l'immobilier traditionnel commercial, dans le sens que c'est très opérationnel. Le nombre de clients, le nombre de produits, le nombre de services, ce n'est pas simplement mettre à disposition des mètres carrés pour des bureaux, mais plutôt fournir des services à travers toute la gamme de types d'utilisateurs. Alors je pense que oui, il y aurait une plus grande flexibilité de la part des propriétaires d'intégrer des surfaces service office, coworking, qui permet de la flexibilité, en sachant que les investissements pour convertir et accueillir la clientèle sont assez importants, du sens que ce n'est pas de l'espace traditionnel, le layout est différent, les besoins sont différents, mais je pense que si je regarde le côté commercial de l'immobilier, je pense que le pourcentage de vacances, va augmenter dans certaines zones, comme on avait discuté à côté de l'aéroport et peut-être au centre-ville, mais le pourcentage d'utilisation dans le sens flexible de coworking va aussi augmenter en pourcentage de la surface utilisée dans le monde commercial. Merci beaucoup pour votre réponse, Monsieur Pérez. Une question de nos participants pour Monsieur le conseiller d'État. En partant de l'idée que le télétravail rentre dans les mœurs, est-ce qu'il ne risque pas aussi de rendre plus attractifs les logements qui sont situés de plus en plus loin de lieux de travail? Et dans ce contexte-là, les besoins de mobilité risquent de s'accroître encore davantage. Absolument, madame. Ça peut être effectivement un effet induit par cela, assurément. Et on n'est pas sûr,
que d'un point de vue, disons, de la durabilité, ça soit forcément une bonne chose, ça c'est sûr. Et c'est quelque chose que l'on a de la peine vraiment à appréhender. En tout cas, on le voyait très bien durant la période de semi-confinement. Des personnes étaient dans leur chalet en Valais, etc., et se déplaçaient peut-être 1 ou 2 fois par semaine à Genève. Et ça peut avoir des effets de ce type-là, ça c'est clair. C'est quand même un effet, à mon sens, indésirable. Voilà. Maintenant, cela étant, le télétravail, et quand on parle des investissements en matière de mobilité, ce qui pose problème d'ailleurs, comme dans tout investissement, c'est le dimensionnement correct d'une infrastructure. Et c'est vrai qu'avec les habitudes qui étaient celles, en tout cas d'avant, avec l'habitude d'utiliser les infrastructures tous et toutes en même temps, le principe des heures de pointe, c'est ça qui cause un problème fondamentalement dans le dimensionnement de l'infrastructure. Et d'ailleurs, c'est un problème qui est impossible à résoudre parce que même si on augmente la capacité à ces heures-là, eh bien, la capacité est rapidement atteinte. Et donc, la mise en place de nouveaux modes de travail, c'est pas seulement le fait de travailler à distance, mais c'est aussi de pouvoir peut-être planifier ces déplacements qui sont nécessaires, qui sont peut-être même certainement souhaitables dans le fonctionnement d'une entreprise ou d'une administration. Il y a forcément aussi des besoins de contact, pas maintenant, mais de contact plus physique. C'est dans l'étalement des heures de pointe, en tout cas dans le fait qu'on puisse optimiser et choisir des heures plus propices au déplacement. Les déplacements ne vont pas disparaître, j'en suis convaincu, mais on a un potentiel d'optimisation et d'écrêtage de ces pointes que l'on doit tout faire pour exploiter. Merci beaucoup. Encore peut-être une question qui nous vient de nos participants. Que prévoyez-vous de faire pour évoluer la logistique urbaine? C'est une très bonne question. Merci beaucoup. Je disais tout à l'heure que de manière très, très, très simple, voire simpliste, la route doit être réservée en premier à celles et ceux qui n'ont pas d'alternative. Et parmi ceux-là, évidemment, les transports professionnels, le transport de marchandises, qui lui-même est en profonde mutation avec en particulier l'achat sur Internet, avec la distribution toujours plus grande et ressources qui vont avec, toujours plus intenses de colis, de distribution de la marchandise en flux tendu la plupart du temps, très rapidement, fait que la logistique urbaine est elle aussi en mutation complète. Et il se trouve que nous avons, en tout cas à Genève, adopté, le Parlement l'a adopté très récemment, un plan d'action des marchandises et de la logistique urbaine qui est un document qui a été élaboré par les partenaires concernés directement, donc les transporteurs, essentiellement les entreprises de distribution, les transporteurs professionnels, etc. Et c'est un document qu'on trouve et qui figure sur le site de l'État, qui est très orienté solutions, typiquement la gestion des places de livraison, par exemple, qui est un comment dire, je ne sais pas comment plus le qualifier, mais c'est un énorme problème, puisque celles-ci sont la plupart du temps utilisées de manière inappropriée. La question des plateformes de distribution, la question... bref, toutes ces questions-là sont traitées dans ce plan d'action qui a été élaboré par les entités concernées elles-mêmes, avec l'appui de nos services, dans un plan d'action qui contient, je crois, à peu près 25 actions très concrètes avec des horizons et des plannings de mise en œuvre. Et donc, on travaille très concrètement à améliorer cette question de la distribution de la logistique urbaine et à améliorer également, ou en tout cas à s'adapter à ces changements qui sont très importants dans ce secteur-là.
Merci. Encore une question qui finalement pourrait être adressée à nos deux orateurs et à M. Pérez et à M. Corsier d'État. On nous dit qu'il est essentiel de repenser l'humain avec son environnement. Et comment est-ce que vous imaginez intégrer cette dimension dans les espaces? Monsieur Pérez, est-ce que vous voulez répondre? Je pense que j'ai touché un peu sur cela avant en disant que les espaces culturels, les espaces de lieux, de santé, de sport, dans un lieu de travail qui est complémentaire à l'espace vert autour, je pense va devenir de plus en plus important. Je pense qu'accueillir les employés et leur donner des options est vraiment au centre de cette décision de mobilité, de flexibilité et de trouver un compromis qui est même plus intéressant. Les propriétaires de sociétés devraient repenser un peu le layout de leur bureau. Je pense que la plupart des personnes diraient aujourd'hui que le manque de social et de manque de conversation spontanée est quelque chose qu'on ne peut pas remplacer par des conversations Zoom. Alors, intégrer un élément de mobilité que la personne à la maison peut se sentir une partie de l'équipe et quand au bureau peut se sentir qu'ils ont un lieu de travail qui les accueille, je pense que ça va changer, ça va évoluer. C'est ma première réflexion sur le sujet. Je dirais que c'est une évidence qu'il faut chercher à viser l'harmonie entre l'être humain et son environnement. Et je pense que la période, puisque le thème quand même, c'est de parler, d'échanger sur ce qu'a pu induire dans le marché ou ce que va induire dans le marché immobilier, dans la question de la mobilité, la période très particulière que nous vivons. Et je saisis encore l'occasion de dire que moi-même, j'ai parlé un peu de la période de pandémie comme étant dans le passé, mais on est en plein dedans. Hein. Juste encore vous dire, mesdames, messieurs, je lance cet appel à la responsabilité de chacune et de chacun, parce qu'on est dans une période qui est au moins aussi délicate que celle qu'on a connue au printemps. Parenthèse fermée. Vous dire que ça va. Il y a plusieurs choses qui arrivent et qui surviennent dans la société en même temps. D'abord, je pense que évidemment, ce gros choc, cet énorme choc qu'on vit depuis quelques mois, induit chez les personnes, chez les individus, des changements de priorité probablement, des visions qui sont très différentes sur toute une série de sujets qui ne sont plus du tout. On était plein de certitudes. Moi-même, je peux dire, j'ai plein de certitudes dans certains domaines. Je le suis beaucoup moins aujourd'hui. Et puis, le deuxième élément, c'est que on a pratiquement simultanément des questions générationnelles qui apparaissent, des changements notables dans les générations. Nous-mêmes, enfin ma génération qui a été biberonnée à la voiture, on se précipitait lorsqu'on avait 18 ans. Je crois que l'objectif c'était de passer son permis le plus vite possible, c'était d'avoir sa propre voiture le plus vite possible, etc. C'est plus du tout l'objectif de la génération actuelle. À 25 ans, aujourd'hui, plus de la moitié des jeunes, en tout cas dans notre région, n'a pas son permis de conduire. Donc, il y a une approche différente, en tout cas dans la mobilité. On est vers plutôt une consommation d'un service. Et quand on voit, là je conclurai peut-être par rapport à l'environnement, je trouve que c'est vrai que la génération comme la mienne qui a été nourrie, et je suis toujours un amoureux de la voiture, hein, je le précise, pas pour venir au travail, au centre-ville, mais on est en dehors, en tout cas le week-end, etc. Je pense que, et je viens maintenant à vélo électrique, mais c'est une forme de découverte ou de redécouverte. D'abord, on se reconnecte avec son environnement, avec sa ville. Aujourd'hui, au centre de l'agglomération,
les modes de transport, le mode de déplacement qui est en plus forte hausse, c'est la marche à pied. Et je pense que ça va encore aller en se renforçant, surtout après cette période où les gens se sont mis à se promener, à être davantage dans la nature, en prise avec l'environnement. Je pense qu'on arrive à améliorer sa qualité de vie aussi si on arrive à profiter, par exemple, de son temps de déplacement en se déplaçant à pied, quand c'est possible, en marchant. On fait à la fois une activité physique, on se vide la tête, etc. On se reconnecte à son environnement. C'est la même chose à vélo. Et je pense que c'est ça qui est en train de se passer, en tout cas dans le domaine de la mobilité. C'est la même chose aussi dans d'autres domaines, dans la consommation, par exemple. On voit un intérêt accru. Est-ce qu'il va être durable? Est-ce qu'il va continuer pour les produits locaux? Il y a un intérêt accru pour un tourisme de plus grande proximité, etc., etc. Voilà. Et tout ça, tous ces éléments-là, me semble-t-il, c'est une manière très concrète dans le quotidien pour les gens de se reconnecter finalement avec leur environnement. Merci beaucoup à nos conférenciers d'avoir répondu aux questions de nos participants. Nous arrivons au terme de cette conférence. Il ne me reste que à passer la parole à Yves de Coulon pour le mot de la fin. Merci beaucoup. Merci à tous. Ce mot de la fin qui sera bref, pour vous rappeler que, ce webinaire prépare les débats, c'est son sens, c'est son but, prépare les débats que nous espérons avoir à Cannes l'année prochaine. Et donc, je vous invite vraiment tous à réserver les dates du 7 au 10 juin dans vos agendas. Et puis, y compris à nos deux conférenciers, bien sûr, que nous serions très heureux de pouvoir compter parmi nos participants à Cannes l'année prochaine. Et donc, j'espère que nous aurons l'occasion de poursuivre ce débat avec, j'espère aussi, l'avantage de l'expérience d'un Covid qui se situera derrière nous et pour lequel nous aurons, au travers duquel nous aurons fait tout de même, malgré les drames qu'il génère, des expériences intéressantes en matière de mobilité et de son impact sur l'immobilier. Voilà, je vous remercie encore de votre participation, en particulier Monsieur Pérez et Monsieur Dalbusco qui nous ont consacré un peu de leur temps et je vous souhaite une excellente soirée. Merci à tous et au revoir, bonne soirée.